Commencer. Allez-y. Alors, on m'a demandé, M. Balancy m'a demandé donc de dédier sur de ce soir à sa grand-mère qui vient de décéder. Et donc, on va de dédier Leilou Nishmat Zeira Bat Miriam. Bon, voilà. Que ce soit donc un grand fruit pour elle et l'Aliat Neshama. Alors donc, comme d'habitude, donc je vais dire quelques mots de Chizouk sur la paracha Toldot. Je viens de passer donc Nechecha et Chayshara, tout le travail d'Abraham Avinu, de diffuser la Elokut dans le monde. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec brio. Il a apporté des centaines, des milliers de gens. On a l'habitude de dire la Torah, mais à la Vodat Hashem, déjà la croyance, hein, c'est pas rien. Au Dieu Echad, Hashem Echad, c'est donc le premier répandu, le monothéisme. Et si aujourd'hui il y a des milliards de monothéistes, c'est grâce au travail d'Abraham, l'hébreu, Abraham l'hébreu. Ensuite, il a eu un fils qui a fait un travail tout à fait différent. À la limite, on peut dire à l'opposé. Pourquoi à l'opposé? Parce que autant Abraham avait cet avoda qu'on verra des milliers d'années plus tard, qu'a fait le Baal Shem Tov, qui voyageait, qui allait partout et qui répandait donc le Torah Tarsidut, la Yirat Shamaim, qui réconfortait une génération malade de brimades, de pogroms, de pauvreté aussi. C'est le travail d'Abraham Avinu. Diffuser la Elokut, voyager, et partout où il voyageait, donc il rapprochait des gens, et il leur demandait de faire, comme vous le savez, le Midrash rapporte, le Birkat Amazon, il y a un Dieu dans ce monde, vous devez briser les Avodazara et vous éloigner de toutes les choses, du vol, du larcin, de toutes ces choses-là. Le travail de Yitzhak Avinu, c'est très discret, extrêmement discret. Il n'est pas sorti d'Eretz Israël, resté chez lui. On n'a pas vu faire beaucoup de bruit. Pour même lui reprocher quoi? Tu fais pas Fatzat Mayanot comme ton père? Comment ça va? Tu cloîtré chez toi? Et on ne voit nulle part qu'on lui fasse le moindre reproche à ce sujet. Au contraire, Abraham Avinu, c'est Chesed. Yitzhak Avinu, c'est Gvura, la sévérité, le travail sur soi-même. Mais puisqu'on ne lui reproche pas cette chose-là, donc c'est une nouvelle facette de la Avodat Hashem. Et pour nous, qui sommes donc les descendants des Avot, toutes ces facettes sont en nous et nous devons travailler dans toutes ces facettes. La première, c'est de Abraham l'hébreu, Abraham Ivri, de diffuser, d'aller à l'extérieur. Et puis un autre travail, celui de Yitzhak, très curieux. Creuser des puits, creuser jaillir des sources. Et la Torah rapporte et répète toutes ces choses-là. En quoi c'est tellement important de creuser des puits? Encore, vous me direz, ça aurait été des puits de pétrole, hein, de l'or noir. Ok, c'est de la richesse, mais creuser des puits pour avoir de l'eau, creuser des puits, ça symbolise quoi? La Chassidoute explique de manière très profonde qu'est-ce que c'est que ce travail d'Israël Avinu. Ce travail, cette avoda, elle vient compléter Mashlim, ce qu'il manquerait, qui sont conditionnels au travail d'Avraham Avinu. Prenons un exemple. Vous savez, dans l'histoire, il est arrivé que des conquérants conquièrent des continents. Ils ont apporté la bonne parole. Ils ont apporté parfois le modernisme, apporté des idées nouvelles. Mais tant que celui qui venait apporter ces nouveautés était là, était le guide, alors les choses avançaient. Mais quand il partait, il quittait l'endroit qu'il avait élevé, ben l'endroit ne pouvait pas travailler de lui-même. C'est ce qui manquait à tous ceux qui ont été rapprochés par Abraham Avinu. Il manquait ce travail profond que chacun doit faire sur soi
pour intégrer les messages qu'Abraham avait donnés. Dans le Lachon, dans le langage artidoute, on dit c'est un travail qui s'appelle Milmata Lemala. Le travail d'Abraham Avinu, c'était Milmata Lemata, de haut vers le bas. Il amenait la Elokut. J'apporte la nouvelle, je te dis qu'il y a un Dieu dans ce monde et je la réponds partout, partout. On peut l'écouter, mais on peut l'écouter de manière, on dit makif, de manière qui n'est pas complètement intégrée. On est d'accord, c'est bien. Et vous savez, on peut trouver beaucoup d'exemples dans la vie. Je connais certains, je ne vais pas dire certaines choules, pourquoi pas même des Bate Chabad. Des gens ont vécu pendant des années. Là-bas, ils se sont rapprochés, ils assistaient au shiurim, étaient à leur Fabringen et tout. Mais quand ils quittent l'endroit, ou bien quand le shaliach n'est plus là, tout seul, il ne peut pas se débrouiller. Qu'est-ce qui manque? Il y a eu le travail d'Abraham Avinu qui a été fait, celui de Yitzhak Avinu n'a pas été fait. C'est le travail profond de soi-même se lever avec ses propres forces. Et c'est ça la symbolique de creuser des puits. Creuser des puits, ça veut dire cherche au tréfonds de toi-même. Il y a au tréfonds de toi-même. Il y a la Neshama et les Féchot qui est en toi. Elle demande du travail, elle demande de creuser des puits. C'est très difficile de creuser des puits. De chercher en toi tout ce que ton mashpia, celui qui est là pour t'influencer, ton mentor, est là pour te l'enseigner. Ben, le travail que tu dois faire maintenant, c'est d'intégrer. Et comment l'intégrer? Pas seulement en captant le message, mais en le retrouvant en toi parce qu'il est en toi. Parce qu'en toi, il y a ces forces-là. Et quand on les trouve en soi, on fait le travail de Israël Avinu. C'est pour ça qu'il ne quittait pas, il n'était pas influencé par l'extérieur, il était sur place, il creusait en lui-même, et il a donné cette force. C'est un travail personnel qu'il faisait, il a fait ça pour toutes les générations. Les Avot savaient que c'était des Avot. Abraham Avot savait qu'il était en train de bâtir le cas d'Israël, et donc il a fait ce travail-là. Et ça, c'est un immense enseignement pour nous, tout un chacun, en particulier pour les Balei Tchouva, qui parfois ont commencé tard, l'étude tard, doivent savoir qu'il ne doit pas faire, il ne doit pas renoncer à faire ce travail personnel à tous les niveaux, au niveau de l'étude, au niveau du travail des midot. Chacun doit chercher en lui. Il y a des moments pour ça, il y a le mois de Elul, il y a le mois de Tishrei, il y a Rosh Hashanah, il y a un petit peu, certes. Mais on doit faire un travail profond sur soi-même, du bas vers le haut. Ça veut dire chercher en nous à nous rapprocher de Dieu. Pas seulement entendre le message extérieur, mais le sortir de nous-mêmes. Et donc, ce travail à tout niveau, au niveau de la Torah, des mitzvot et du tikkun hamidot. La Torah, bien sûr, prendre une partie de la Torah et la faire sérieusement. On peut faire Ritat Rambam, on peut faire autre chose, on peut choisir quelque chose. En Adam Lomed Elam Masheli Bochafetz. Un homme n'étudie que un endroit où son cœur le pousse. Donc, on choisit une partie, on la fait bien, on intègre bien. Au niveau des mitzvot, du bas vers le haut, ça veut dire les mitzvot que je vais faire sont des mitzvot meirot qui brillent. Je ne sens pas, patron m'a dit qu'il faut prendre telle paire de tefilines et des tefilines de Ktav, un Rizal ou Ktav du Admor Hazaken. Parce que je ressens en moi qu'il est bon pour moi que j'ai une paire de tefilines avec un beau Ktav. Que je ressens que je dois avoir un titit avec des beaux titiotes, et ainsi de suite. Nouda, que ça vient de moi, sans avoir besoin que mon mashpia me le dise, que celui qui est là me dise ah, tu vas prendre des bonnes choses, que je ressens cette chose-là, que j'ai envie de le faire. Et ça, c'est un travail qui vient, et tout juif a envie. Si je vous traite tous de prophètes, vous allez me dire non, je suis un plaisantin. Et pourtant, j'y peux rien, c'est marqué. Les juifs, ils sont Nevim, Bene Nevim. Comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quelque chose. On a quelque chose en nous, et ce travail, on doit le faire. Et toutes les, on va dire, tellement de sikhot, tellement de ma'amarim, de doutes reviennent sur ce thème pendant Parshat Toldot. Le travail de creuser des puits, c'est chercher en soi des forces. Et ensuite, après la Torah et après les mitzvot, il y a encore une fois le tikkun hamidot. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais renoncer à faire, quel que soit son âge. Tikkun hamidot, vous savez très bien qu'il y a des gens coléreux, il y a des gens qui crient pour n'importe quoi, des gens qui ont une facilité de faire du lachon hara, mais qui pensent pas mal, ils font ça comme ça par habitude. Ils ne sont pas, dès qu'on est contrarié par quelqu'un, on le dit.
ben, il y a ce qu'on appelle un tikkun amidot, et ça, c'est en soi. On pourra entendre le message, la Torah 1000 fois, on ne changera jamais tant qu'on ne prend pas la décision de creuser les puits infinis qui sont en nous. C'est ça donc que le Rabbi nous dit, et c'est pour ça que ça s'appelle Toldot, la parasha Toldot, le Rabbi finit comme ça. Toldot, c'est genre, je pense que ça donne après. C'est ce travail que l'on fait sur soi-même qui rejaillira ensuite sur nos enfants, qui fera de nous ce qu'on appelle des charidim, chared b'dvar Hashem, ça veut dire investi donc, dans ce que demande Akash Baruch. Voilà donc le point que je voulais dire sur de Chizouk. Hein. On a besoin de Chizouk maintenant, je le dis, on a dit les Ilou Nishma, donc la grand-mère de M. Alancy, mais moi, c'est aussi ce chiour, les Teilim que je fais, tout ça, je le fais, les Haganat, Chenou, Bet Israël, Eret Israël, Begvoulim, qui sont en train de défendre le cas d'Israël. Il faut qu'on soit à leur côté et c'est notre travail à nous, par notre étude, par notre filote, par nos Teilim, de les renforcer. N'oubliez pas de faire chaque jour, chaque jour, chaque jour. Hein, vous connaissez le mot. Et je vais finir avec ça. Le chizouk, on va dire. On dit Abraham était Zaken Baba Yamim. Dans une sikha compliquée, Rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire Zaken, Zaken, Shekana Chochma, celui qui a acquis la Chochma, c'est pas seulement l'intelligence et les connaissances de Torah, c'est aussi le concept de bitou, se sentir sa petitesse devant Hachem. Il était Baba Yamim, venait dans ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire Baba Yamim? Alors bien sûr, après beaucoup d'explications chassidiques, le Bechen, la conclusion concrète, c'était que chaque jour, un jour, en français on dit chaque jour suffit sa peine, mais de manière positive, chaque jour doit amener le contraire de la peine, chaque jour doit amener sa richesse. Et la richesse d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier, c'est pas celle de demain. Prenons un exemple, quelqu'un qui voudrait donner 2000 euros, ne doit pas donner lundi 2000 euros, il doit donner 1000 lundi et 1000 mardi. Chaque jour, il a sa quote-part. Vous voyez? Et il y a des choses qui ne se rattrapent pas. Alors, on a dit, on n'a pas fait Rambam aujourd'hui, on va faire deux. Très bien, on a rattrapé le Rambam. Mais celui du jour, il manque. Ce jour, ce lundi, devait être fait tel limoud, s'appelle Baba Yamim. Chaque jour, il a sa bracha, chaque jour, il a ses amshachot, chaque jour, il a ses lumières. Et donc, tâchez, dans chaque jour, le remplir. Bien que finalement, une personne très qui compte, il va dire, bon, je fais 2 dapim, j'ai raté un daf aujourd'hui, ben, je fais daf yomi, demain j'en fais 2, j'ai raté 3, dans 3 jours je ferai 3, c'est tout, point. C'est juste, il faut rattraper, mais ce n'est pas comme s'il a fait son daf chaque jour, parce que chaque jour, il appelle son daf, sa mshacha, sa descente divine, sa montée divine. Voilà donc la conclusion donc, de ce point de Toldot, et quand on travaille sur soi, Torah, Avoda, et tout le tikkun amidot, je reviens souvent sur le lien du tikkun amidot, il faut qu'on s'améliore. Malheureusement, il m'arrive de m'occuper de problèmes parfois de shalom bayit, même entre les parents et les enfants. On sent très souvent un manque de travail. On a un potentiel fantastique, fabuleux, mais on travaille. Comment parler à ses enfants, comment enseigner à ses enfants de parler aux parents. Ce sont des choses qui s'enseignent, on discute en famille, on explique, il y a des mots qu'on ne dit pas, des mots qu'on dit, comment le dire, quand le dire. Voilà donc tout le programme de Parashat Toldot. Alors maintenant, nous revenons à notre étude à la Chod Shabbat. Ça vaut la peine de passer quelques minutes encore sur, on va dire, pour conclure Makeva Patish. Makeva Patish, c'est le dernier coup de marteau, et conclure un petit peu. Et puis une petite rasa. Hein, il est bon de revoir. Peut-être pas tout le monde était présent la semaine dernière. Toujours bon de récapituler donc. Donc, très rapidement déjà, une dizaine de halachot que l'on a cité la semaine dernière, dans cette melacha de finir une melacha, makeva patish. J'avais apporté le cas d'un faux filage. On a fait un vêtement, on a ramené les tissus, les pièces de tissu avec une couture qu'on appelle faux filage, avec des très grosses mailles. Et puis, une fois que la jupe, le pantalon est fini, on enlève les fils. Ça s'appelle makeva patish. Ça s'appelle le shlal, on veut le shlal. Je vous ai apporté le cas où on avait réuni la doublure du talit, espèce de tissu blanc qui est cousu au talit, on avait enlevé pour le laver,
qu'on avait remis en mettant 4 épingles aux 4 côtés. On avait oublié d'enlever les épingles. Enlever les 4 épingles, c'était interdit à cause de finaliser la mlacha. Voilà. On avait dit que aiguiser, c'est interdit aussi, c'est un carapatiche. Nous avons dit que quand on a une hache ou bien un manche à balai, le fait de le mettre fortement dans la brosse, c'est finir en fait le kéli de manche à balai, donc c'est makeva patiche. Je vais un peu vite, hein, mais bon, c'est une petite révision. J'avais dit aussi que lorsque vous avez un couteau, une fourchette, une cuillère qui sont tordus, on prendra soin de ne pas le remettre en position droite, comme c'est son habitude. Yom Tov, pas Shabbat, mais faire une mèche, prendre un morceau de coton et puis faire comme ça, tourner le coton sur lui-même pour faire une espèce de petite mèche, c'est makavavatish, c'est interdit. Faire un cure-dent, prendre un cure-dent abusé, puis le couper en deux en espérant trouver une pointe, créer une pointe, ça s'appelle Kosem Kessam, Kotem Kessam, c'est un digne de la Gemara, c'est interdit. On ne fait pas un cure-dent, c'est makavavatish, même que après usage, on va le jeter, mais on est en train de créer la chose. À plus forte raison, hein, je vois des fois des enfants qui cassent une petite dent de fourchette en plastique pour se nettoyer les dents. Bien sûr, ceci est interdit. Ensuite, j'avais rapporté donc finir l'acte qui permet de consommer un aliment ou bien d'utiliser un ustensile. En deux mots, prélever les trumot masrot, c'est interdit Shabbat. Tremper des kélim, c'est interdit Shabbat parce que ça permet de vous passer de l'étape où les kélim sont inutilisables à une étape de utilisable, c'est interdit. Ensuite, j'avais dit, par contre, se nettoyer les dents avec un cure-dent, c'est pas interdit, bien qu'il y ait un risque qu'il y a du sang qui sort. Comme c'est pas psychréché, ce n'est pas sûr qu'il y a du sang qui sort, on a le droit de le faire. Si c'est sûr que personne n'a des gencives très sensibles, ça sera interdit. Ensuite, déchirer du papier toilette, et on a dit, aussi bien sur les papiers prédécoupés, sur les dents que à côté, vous finalisez la chose, grâce à ça, vous avez un morceau de papier utilisable, c'est interdit. Et j'avais précisé, si vous vous rappelez, qu'en cas de besoin, on peut déchirer ce papier avec les dents ou avec les coudes, avec un chinouille. Michoum kavod abriot, pour le respect de la personne humaine. Si un jour on est dans un endroit d'aisance comme ça, on n'a pas de papier coupé, donc il n'y a vraiment pas le choix, on ne peut pas sortir comme ça. Donc on a le droit de couper avec un chinouille. Ça, c'est permis parce que c'est un histoire des rabbins avec chinouille. Sur des rabbins avec chinouille, les chachamim permettent pour kavod abriot. Voilà. Ensuite, je pense, vous me rappelez si je ne me trompe pas, j'avais expliqué longuement le principe du bouchon, que lorsqu'on ouvre la bouteille, comme bouteille de coca en verre ou bouteille de Perrier, vous avez une petite vague en dessous qui finit le bouchon et qui se casse, qui se sépare du bouchon. Alors j'avais dit que c'est heureusement interdit parce que vous créez un bouchon. Tant qu'on n'a pas cassé la petite vague, le bouchon n'a pas une fonction de boucher et de déboucher. Donc ça, il faut s'en abstenir. Et si on n'a pas ouvert la bouteille avant Shabbat, il sera permis de faire un trou dans le bouchon, sous l'intention de ne pas déchirer des lettres. Et en faisant un trou dans le bouchon, on l'empêche de devenir bouchon une fois qu'on l'a ouvert. Parce qu'une fois qu'il est trouvé, il a toute fonction, le gaz s'en va. Donc on le trouve, vous prenez un tournevis ou un couteau pointu, vous faites un trou et vous l'ouvrez ensuite et vous servez le liquide. Je suis très rapide, hein. Si certains veulent plus d'explications, je suis à votre disposition. Et je pense que c'est une bonne chose de répéter rapidement en quelques minutes le shiur précédent. Ce sont des choses qui sont très très fréquentes en shachriach, donc c'est bien de le savoir. Alors, ensuite on a parlé de Molid Recha. C'est parfumer des habits, c'est interdit. Parce que l'habit, il n'avait pas de parfum. Maintenant, ça devient un habit parfumé. C'est comme si vous finissiez quelque chose. Interdit. Parfumer le corps, c'est une discussion dans les poskim. Et je vous ai dit que le psak chez Chabad, pour Admor Zaken, c'est que si une femme s'est parfumée avant Shabbat et qu'il y a encore des petits relents ce qui est souvent le cas,
quand c'est du parfum. Si ça sent encore un tout petit peu, même très peu, on peut rajouter par-dessus. Mais si on ne s'est pas parfumé avant, on n'a pas le droit donc de se parfumer pendant Shabbat. Une halakha que je ne pense pas avoir dit la semaine dernière, c'est que, toujours à cause de ce problème de finir, quand on a un joujou, les enfants jouent avec bon, des petites poupées, toutes sortes d'objets. C'est très à la mode maintenant de faire des animaux, des bébés qui chantent. Sachez qu'il y a un problème de hashma'at kol. Les Chachamim ont interdit, de peur qu'on soit amené à finir quelque chose, de peur qu'on va réparer la guitare ou un ustensile quelconque, ont interdit de jouer d'un instrument de musique. Et si vous avez je ne sais pas, on veut dire un petit bébé ou un petit coq qui fait cocorico comme ça en musique, ben il ne faut pas l'utiliser. Il ne faut pas laisser les enfants utiliser cette chose-là pendant Shabbat, ça fait ça fait de la musique. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre mon souffle 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pas de questions? Il m'en reste encore une dizaine et on passe à autre chose, un autre mélange. Oui, Rav, bonsoir. Allez, Je bonsoir, voulais vous madame. demander, bonsoir, Oui. concernant le papier qui est prédécoupé, si on le déchire ou on le coupe, mais pas sur les pointillés, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas de papier déjà prêt ou est-ce qu'on peut découper du papier? Est-ce qu'on peut couper à un endroit où c'est pas découpé? Alors voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de différence entre prédécoupé ou pas prédécoupé. Dans tous les cas, c'est à soi. Pourquoi? Parce que Ah, d'accord. je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous déchirez sur le prédécoupé, c'est une Oui. mélacha qui s'appelle mechater, c'est coupé selon une mesure. C'est une mélacha. Terminal, oui. Si Mhm. on découpe à côté, c'est pas mechater parce que vous ne faites pas attention à la mesure exacte, mais finalement, vous avez un morceau de papier qui ne serait pas utilisable tant qu'on n'a pas déchiré. Donc là, ça rentre dans la mélacha qu'on fait maintenant, à savoir makiba patish, le dernier coup de marteau. Dans tous Ah, les cas, c'est assaut. Voilà. Donc, vous faites comme j'ai d'accord. dit Donc, avec. en fait, l'aluminium qui n'est pas prédécoupé, c'est aussi absolument interdit. Absolument. On ne coupe pas l'aluminium. D'accord. Le chidouche, qui est intéressant de savoir, c'est que ce n'est pas un Oui. issour de la Torah, c'est un issour des Rabbanan, ce qui fait qu'en cas de Bon. besoin, on peut demander à un non-juif de le faire. C'est très pratique pour nous à la choule, quand on fait le kidouche et tout, on laisse l'homme de ménage, la femme de ménage, couper donc les nappes, etc. Ça, on les laisse. C'est Mais ça. à la juif, c'est C'est ça. interdit. Et si c'est pour protéger, si c'est pas prédécoupé, mais que c'est pour protéger un mets, afin de ne pas le jeter, quoi, un Non, repas ou une non, non. assiette. J'ai Non, très bien compris. d'accord. Au pire, vous prenez l'aluminium et vous ne le découpez pas. Vous voyez, vous recouvrez l'ustensile et vous laissez comme ça Sans l'aluminium couper. pendu un petit peu comme Très ça. bien. Si vraiment il y a besoin. Mais on n'a pas le droit de couper. Non. Ni ça, ni la Très, très bien. cellophane, ni les petits plastiques. Je sais très bien, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Très bien. Une espèce de plastique là, qui recouvre la nourriture quand on veut la conserver. Oui, oui, Non, oui, non. oui, avec un élastique autour. Très bien. Voilà, Merci, Razak, merci. je vous en prie. Alors, bon, je vais continuer dans les quelques halakhot. Préparez des questions, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut enlever tous les sphécotes. Hein. On est là pour ça, pour enlever tous les doutes. Euh, bien que j'ai dit qu'un instrument de musique, c'est interdit, il n'est pas interdit de laisser un réveil qui va nous réveiller le matin. Bon, tâchez d'avoir un réveil qui s'éteint tout seul, parce qu'en général, les réveils de nos jours sont électriques et on n'a pas le droit d'éteindre. Par contre, ceux qui ont des réveils mécaniques comme on avait autrefois, il y en a encore, hein, moi j'en ai un à la maison, il est mécanique, on le remonte. Donc quand il sonne, je l'arrête, j'appuie sur le bouton, c'est mécanique. Donc c'est juste un petit morceau de fer qui empêche d'entendre, c'est tout. Donc on a le droit et on ne dit pas que il y a Maritaïn, voilà, on entend un réveil, donc il a mis Shabbat. Tout le monde sait qu'un réveil se prépare avant Shabbat pour être réveillé Shabbat matin. Donc c'est permis. Voilà. Et si vraiment un jour il est électrique, il faut l'éteindre, alors vous tâcherez de mettre, faire attention, de ne pas l'éteindre, mettre des coussins ou des couvertures dessus pour étouffer le bruit. Mais l'éteindre, c'est interdit si c'est électrique. Voilà. Euh, une halakha, bon, elle est rare, mais on ne sait jamais. Il faut savoir que si on a des chaussures et que le lacet se casse, ça arrive avec les enfants, ils cassent souvent les lacets, il est interdit de mettre un lacet neuf. Parce que c'est, comme Makeba Pachi, c'est finir quelque chose, même que la chaussure a déjà été utilisée, ce n'est pas une chaussure neuve, mais le fait de mettre un lacet nouveau pour cette chaussure, c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de mettre un nouveau lacet dans une chaussure
Un dit dans le Shulchan Aruch comme ça, c'est finir quelque chose. Donc, on peut ne pas s'en douter et prendre un lacet comme ça et puis le mettre. Non, il ne faut pas le faire pendant Shabbat. Ça s'appelle Makel Patish. Vous avez certainement entendu aussi qu'on fait attention à ne pas plier des habits qui ont un pli comme une jupe plissée ou un pantalon avec vraiment le pli bien fait. Certains sont très macpites de mettre bien dans les plis. Donc, plier dans ces plis, quand on est macpite, je dis bien quand on est macpite, les gens ne sont pas macpites, ils mettent comme ça un peu n'importe comment, bon, c'est pas grave. Mais celui qui est macpite et qui tient absolument à ses plis, le met dans ses plis, il faut s'abstenir pendant Shabbat. Donc, il y a beaucoup à cause de ça qui plient le talit, pas dans ses plis habituels. Il y en a d'autres qui ne font pas attention parce que tout simplement le pli il est tellement grossier, c'est pas, on n'est rien métaken en faisant ça. Vous voyez, c'est bon. Mais si une personne a un talit tout neuf et quand il le plie, il est soigneux et ça se met vraiment dans ses plis, il faut s'abstenir. Faire les lits, voilà, une question souvent, est-ce qu'on peut faire son lit pendant Shabbat? La réponse, elle est comme ça. En principe, si on le fait, on prépare pour après Shabbat. On n'a pas le droit de préparer pour après Shabbat. Sauf si, dans certaines familles, on est macpide, la maman est macpide, que les lits ne restent pas comme ça non faits pendant Shabbat, parce que ce n'est pas que votre Shabbat. Il bien que quand on rentre dans les chambres, le lit soit fait. Donc, c'est-à-dire quand on le fait, ce n'est pas dans le but de le réutiliser samedi soir, on le fait pour que pendant Shabbat, le lit soit fait. C'est plus joli, c'est plus rangé. Ça, c'est permis. On a le droit de faire un lit pour le ranger, pour que la maison soit rangée Shabbat. Mais si on le fait dans une chambre dans laquelle personne ne va pendant Shabbat, on le fait juste pour qu'il soit fait pour samedi soir, ça, on s'abstient de le faire. Voilà. Pareil aussi pour le niveau de la vaisselle. On a le droit de faire la vaisselle Shabbat, à condition que cette vaisselle est supposée être réutilisée pendant Shabbat. Vendredi soir, par exemple, pour le repas de midi, ou le repas de midi pour le Saouda Chichi. Mais si on fait la vaisselle et qu'on sait pertinemment que c'est pour qu'elle soit propre, Motsai Shabbat, mais qu'en aucune manière on ne l'utilisera pendant Shabbat, ça c'est interdit. Donc on fait la vaisselle que si on en a besoin pendant Shabbat. Voilà, donc un bref tour d'horizon des halachot de Makeva Patish, rapidement. Alors, deux ou trois questions et on passe donc à une nouvelle Melacha Bezat Hashem. Je vous Oui, écoute. bonsoir. Bonsoir. Par rapport à la vaisselle que vous dites qu'on a le droit de laver la vaisselle, que celle qu'on va utiliser pendant Shabbat. Moi, j'ai entendu dire que oui, on fait la vaisselle parce qu'on va s'en servir pendant Shabbat, mais on a le droit de faire en même temps. Je sais pas, des fois, il y a un peu plus de vaisselle, mais on va pas forcément s'en servir pendant Shabbat. Et j'ai Oui. entendu qu'on aurait le droit, bon, on a fait la vaisselle, qu'on va se servir, mais il y a aussi il y en a un peu plus qui ne va pas forcément nous servir pendant Shabbat. Oui, alors ce que vous dites est parfaitement exact, madame. Il n'y a pas une mitzvah de dire demain je vais compter le nombre de personnes qui vont utiliser, 3 personnes ou 4, donc je lave 4 assiettes, 4 fourchettes. Non, vous avez parfaitement raison. Si on sait qu'on va utiliser la vaisselle, le lendemain, on peut laver toute sa vaisselle, sachant certains vont être utilisés. C'est parfaitement vrai ceci. On n'est pas obligé d'être D'accord, ok. médecin, on peut faire toute la Ok, vaisselle, sachant qu'une partie va être lavée. d'accord. La raison toute simple, c'est que chacun de ces éléments peut être utilisé. Donc on n'est pas Oui, obligé d'être pédagogue. C'est parfaitement vrai. Vous avez le droit de faire toute d'accord, la merci. même on sait que au prochain repas, il y a la moitié qui ne va pas être utilisée. C'est permis, vous avez raison. Merci, Rav. Je vous en prie. Autre question? Oui, bonjour. Bonjour. Rav, j'ai une question. Voilà, Shabbat, je programme un ventilateur avant Shabbat avec la minuterie. Maintenant, pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur le bouton mécanique qui fait que ça tourne ou que ça reste sur place? Vous savez, il y a des ventilateurs qui tournent comme ça à gauche, à droite, et quand on veut plus, on appuie sur le bouton et ça bouge plus. Est-ce que ça, j'ai le droit de le faire? Alors, votre question, on se divise en deux. D'abord, un ventilateur, c'est un Kelly, normalement, chez Marteau, les c'est quelque chose qu'on branche à l'électricité, donc normalement, c'est Mouktsé. Comme un marteau. Un marteau, Ok, c'est Mouktsé. Pour le vis, c'est Mouktsé. Une d'accord. tenaille, c'est Mouktsé. Et la halakha nous dit qu'un Kelly chez Melarto, les ISO, un Kelly dont la fonction, c'est de faire un ISO, il est permis d'utiliser pour une utilisation permise. Par exemple, prendre un couteau
prendre un marteau pour casser une noix de coco. D'accord. Vous n'avez pas dans le marteau, casser, vous avez le droit. Mhm. Vous avez votre porte qui est bloquée et il faudrait introduire un morceau de fer à l'intérieur de la serrure pour l'ouvrir. Bon, imaginons. Mhm. Vous avez le droit, s'il n'y a rien d'autre, prendre un tournevis, qui est bon que ça en principe, pour déloquer, hein, pour enlever le loquet de la porte. C'est permis, ça. Ça s'appelle D'accord. Etzorer Gufo Omekomo. Ou pour les besoins, j'ai besoin de tournevis ou du marteau, ou bien les Mekomo. Si mon marteau ou mon tournevis il est sur la table et j'ai besoin de la table pour manger, j'ai le droit de les enlever. Ah, d'accord. Si c'est bouclé, j'ai besoin de leur place, ou j'ai besoin d'eux-mêmes pour faire une utilisation permise, c'est Mhm. permis de les placer. Donc ça, revenons à votre question. Vous êtes en train d'appuyer sur le bouton, laissons l'électricité pour l'instant, je parle dans les dîners mouxés, dans les problèmes de Mhm. mouxés. Alors, le ventilateur, au-delà du bouton qui va le déplacer lui-même, imaginons qu'il soit en position fixe, c'est parfaitement possible, par exemple, de le tourner vers vous, vous êtes en train d'étudier, vous avez besoin d'un peu d'air, et puis au bout d'un moment, vous allez le retourner parce qu'il fait trop froid ou parce que quelqu'un d'autre, vos enfants, ils veulent dire, maman, tourne le ventilateur. Vous avez le droit de le faire. Ça On peut peut le être, déplacer le ventilateur. ça c'est permis, vous voyez. Mhm. Maintenant, le problème, c'est le bouton. Alors, si vous êtes sûr, hein, assurez-vous qu'il n'y a aucun impact, je ne pense pas, hein, je vous l'accorde que dans les ventilateurs, ça va être éminemment mécanique. Si c'est que mécanique, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est que mécanique. C'est que ça bouge. Ça bouge pas, en fait, au niveau de l'électricité. Il n'y a rien Voilà, qui donc, s'enclenche. c'est bon, D'accord. pas de Donc, ça, problème. on a le droit. Oui. Mais c'est très bien. OK. Merci beaucoup, monsieur le Rav. Autre question? C'est bon? Passe à autre chose? Bon, si vous avez d'autres questions, hein, il n'y a pas de problème, gardez-les, notez-les. Hein, il y a un mot de nos chachamim qui disent En simcha que simcha tarat asfekot. Il n'y a pas une grande simcha que celle d'enlever les doutes. Et beaucoup de gens vivent toute leur vie quelquefois avec des doutes, et ça, je ne sais pas, ça, au Shabbat, c'est permis et tout. Voilà, donc si ça peut, j'ai le mérite de pouvoir vous enlever vos doutes, donc n'hésitez pas, et écrivez toutes vos questions, et puis vous aurez attaché ma réponse. Donc cette année, on a commencé, vous avez à l'envers, hein, on a commencé beaucoup par le Otsaha, porter, on parlait de porter un enfant, donc carmélite, et les boutons dans les habits. Et puis on remonte maintenant, toujours à l'envers. On a fait Maké Bapatish, le dernier coup de marteau. Et si on continue les melachot, toujours à l'envers, en Torah, il n'y a pas d'envers et d'endroit, mais bon, c'est l'ordre inverse de l'ordre habituel. C'est la melacha de Mav'ir ou Mechabe. Éteindre et allumer. Il y a des melachot qui existent avec leur contraire. Par exemple, coudre et découdre, hein, coller et déchirer. Il y a des melachot qui n'ont pas la chose et son contraire. Cuire, c'est cuire. Il n'y a pas décuire. Ça n'existe pas enlever la cuisson. Ça n'existe pas ça. Donc, dans cette melacha, il y a éteindre et allumer. Allumer, c'est créer un feu. Et éteindre, c'est faire disparaître un feu. Donc, on va définir, alors, dans le Mishkan, où avait-on besoin d'éteindre et d'allumer? Et bien, tout simplement, il fallait faire, entre autres utilisations, il fallait cuire certains encens avec lesquels on faisait les couleurs des tentures, etc. Donc, il fallait faire un feu. Il fallait faire fondre de l'or, il fallait faire fondre des métaux. Donc, on avait besoin de faire un feu. Et parfois, il fallait éteindre. Éteindre, par exemple, la halakha a retenu qu'on est chayav, transgresse l'interdiction d'éteindre, que si on est intéressé par le produit, le résultat de son extinction. Ce n'est pas seulement obtenir de l'obscurité. Après la halakha, éteindre un feu parce qu'il y a trop de lumière et je veux l'obscurité n'est pas interdit dans la Torah. Le cas, je peux donner un cas pour lequel on est chayav, si on éteint, on chauffe du bois, on met un feu, puis on éteint un moment pour obtenir un péchin, pour obtenir des mèches, pour obtenir du charbon de bois. Donc l'extinction, c'est pas seulement enlever le feu, enlever la lumière, c'est obtenir quelque chose que sans ce passage
de brûlure, elle n'a pas eu cette fonction. Prenons un exemple tout simple. Ça va être une des applications pratiques de ces halachot. Vous savez très bien, je suis bien placé pour vous dire, vous savez que j'ai mon Riouf cette année, j'allume toujours 5 bougies pour Hamoud. Quand j'allume une bougie neuve, ça met toujours beaucoup plus de temps que celles qui ont déjà été allumées. Celles qui ont déjà été allumées, elles ont été éteintes. Donc la mèche est noire d'ailleurs. Elle a été travaillée par le fait qu'elle a brûlé, elle a été éteinte. Donc, lorsqu'on a éteint cette bougie, on a fait en quelque sorte quelque chose de positif dans la mèche. On l'a rendue davantage apte à être réallumée. Comme le charbon de bois, du bois c'est dur à brûler, mais du charbon de bois, donc c'est du bois qui est devenu charbon, précisément à haute température et en éteignant ensuite, on l'a rendu beaucoup plus apte à brûler. Donc, éteindre, d'après la Torah, je dis bien, dans tous les cas c'est interdit, au moins Midera au moins pour les Chachamim. Les Minatora, comme ça on tient à la halakha, c'est marloquette avec Rambam et tout, je ne rentre pas dans la profondeur, mais déjà dans le concret, donc c'est intéressant comme que je suis en train de vous dire, ça veut dire à la limite éteindre du lumière parce qu'on n'arrive pas à dormir, c'est pas un issour de la Torah, c'est un issour de Rabbanan. On éteint juste pour obtenir l'obscurité. Ça ne peut pas être éteint. Sauf si bien sûr il y a d'autres mlachot qui s'imbriquent. Bonnet, sauter, construire, des trucs, bon, c'est autre chose. Je parle à titre d'allumer et d'éteindre. Ouais, éteindre une lumière électrique, un néon, c'est pas ça la mlacha dans le Mishkan. Parce que je n'obtiens rien que de positif, je peux dire, de la cendre. Prenons un exemple, j'ai besoin de cendre pour faire Kisuyadam. Voilà un bon exemple. Quand on fait les caparottes, on fait la shrita, et puis on a le mérite de faire une fois par an la mitzvah de Kisuyadam, recouvrir le sang. C'est une mitzvah de la Torah, c'est très bien. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, si vous avez l'occasion au moins une fois dans votre vie de faire cette mitzvah, c'est une grande chose, de prendre de la cendre comme ça, ou des petites cire de bois et de couvrir le sang. Donc, dans la mesure où j'aurai besoin de cette cendre, pour une raison quelconque, donc je vais brûler du bois, et quand le bois va bien brûler, je vais éteindre ce bois, je vais obtenir de la cendre. Donc, mon extinction, c'était pour obtenir de la cendre. Donc, ça son Minatora. Voilà. Donc, je vais maintenant vous donner quelques applications de cette mélange d'éteindre. L'éteindre, ce n'est pas seulement l'extinction du feu. Éteindre, c'est aussi diminuer la flamme. Donc, si vous avez un gaz allumé, vous diminuez le gaz, interdit aussi. C'est intéressant de savoir que Yom Tov, c'est certainement, Yom Tov, avec un feu existant, il est permis de rallumer un deuxième feu, Yom Tov. Baisser le feu, j'ai en train de dire, c'est éteindre. Éteindre, c'est interdit. Dans de nombreux cas, pas le moment de rentrer dans le détail de ce deal-là, mais dans de nombreux cas, il est permis, en imaginant que vous ayez un seul feu, et il est, je parle à gaz, un feu à gaz. Et dessus, vous avez le mets que vous allez manger, Yom Tov. Mais le gaz est très fort, ça risque de brûler le mets. Dans ces cas-là, il serait permis de diminuer la flamme pour pas que ça brûle. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme, de même qu'on permet d'allumer un nouveau feu, de même on permet d'éteindre un peu, de diminuer pour les besoins de l'horaire au nefesh, pour les besoins de manger. C'est bien de savoir cette chose-là. Bien que c'est vraiment, ça s'appelle éteindre. C'est dans un but précis pour, j'éteins pour ne pas brûler mon mets. Bon, c'est un point délicat qu'il faudrait expliquer très longuement parce que, bon, pour de nombreux poskim, si j'avais le choix entre diminuer la flamme de mon feu qui serait trop fort et allumer un deuxième feu, blechatria, a priori, petit, c'est mieux. C'est mieux d'allumer un deuxième petit plutôt que de diminuer le premier. Bon, ça, je vous dis, c'est un halakha qu'il faut approfondir. Donc, quand on arrivera à Yom Tov, on reviendra peut-être Bezat Hashem sur ça. Donc, je continue.
imaginons que vous ayez une veilleuse avec de l'huile. On retient, la halakha retient que si vous prenez un peu d'huile pour une raison quelconque, c'est de l'huile que j'ai allumée, et puis j'ai besoin d'huile pour une salade, c'est dur, parce que si on l'utilisait comme huile de nerf, bon, comme salade, c'est pas une bonne idée. Mais imaginons qu'on ait besoin de l'huile. Donc, prendre de l'huile d'une veilleuse qui est allumée, c'est interdit, mshou mechabé. De nombreux poskim pensent que le fait d'enlever de l'huile, ça diminue un petit peu l'intensité de la flamme. Donc, ça s'appelle mechabé, ça peut éteindre un petit peu. Si on verse de l'eau, ça existe le concept d'éteindre même dans les métaux. Vous avez un métal en fusion, incendie, etc. Verser de l'eau dessus, ça s'appelle éteindre. C'est pas seulement éteindre un feu qui est interdit, c'est quelque chose, un métal en fusion. Le fait de verser de l'eau aussi, ça s'appelle aussi éteindre. Interdit. Maintenant, je rentrais dans un sujet qui est, j'espère, qui ne sera pas d'actualité, mais qu'il faut connaître. On est parfois amené à être dans une situation où il y a un feu. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un feu? Tout le monde sait que en cas de sakana, tout est permis. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sakana? Quelques exemples. Vous avez une bougie qui tombe sur votre nappe, et la nappe, elle prend feu. Ce que je fais. Vous avez le plateau de Shabbat qui tombe par terre. On sait malheureusement, on a vu des maisons qui ont pris feu à Hanouka parce que bon, les bougies sont tombées. Parfois, dans des endroits où il y a beaucoup de monde, tout le monde allume les bougies les unes à côté des autres, puis hop, on voit qu'à un moment, les bougies fondent et puis hop, la table prend feu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Avant de donner des détails, je voulais vous dire quand même que il y a quelques centaines d'années, un des grands possèques qui s'appelle le Prime Gadim, très connu. Il dit comme ça, il dit de nos jours, un feu, il est clair qu'il y a des cas où on peut le circonscrire facilement. Bon, on va voir les cas tout à l'heure. Mais un feu, s'il y a toujours un danger dans ça. Quand il y a toujours un danger, ça vaut la peine de l'éteindre. Si on peut éviter le problème, je donnerai quelques exemples du type prendre la nappe et la mettre dans le balcon, etc. Pourquoi pas, la malo. Mais il faut savoir que quand il y a un feu, on est un tout petit peu en danger, donc il faut éteindre. Et même fuir de sa maison. C'est-à-dire, voilà, on est 4, 5, 10 dans la maison, on fuit. Il faut savoir qu'à moins que vous soyez dans un chalet de montagne, tout seul, isolé, etc., vous êtes en général, il y a des voisins, et même des voisins, des nochrim, interdit. Parce qu'il peut avoir par ricochet des conséquences très graves, etc. Donc, de manière générale, si le début d'un incendie, on éteint. N'était pas, on prend des seaux, on éteint. Ça, c'est un chidouche du Prime Gadim. Parce que dans la Gemara, bien sûr, il y a d'autres solutions dont je vais parler. Mais en tout cas, retenez ce point-là. Si un jour vous êtes paniqué et qu'il y a un feu, ben vous éteignez. C'est un rideau qui prend. Il y a quelques années, ça fait de nombreuses années que j'habite dans la ville de Hier, la choule de Hier a pris feu. C'est quasiment sûr, c'était criminel. Ça commençait avec rien. Dommage avec rien. Si ça avait été pris au début, on aurait pu facilement l'éteindre. Mais dès l'instant que ça a pris, des rideaux ont pris feu. En quelques minutes, toute la choule était en feu. Bon, au Hachem, les autorités nous ont construit une deuxième et tout, mais on a eu juste le temps de sortir les Sifrei Torah, mais tous les livres ont roulé, etc. Et en fait, il faut faire attention au feu. Donc sachez, rappelez-vous qu'il y a un grand poskim qui dit de nos jours, c'est Karov les sakana. Tout feu, c'est Karov les sakana, donc on peut l'éteindre. Bon, maintenant, après toute cette introduction, on va tâcher de trouver des solutions un peu plus proches de la halakha. Exemple. Imaginons que vous ayez, comme je l'ai dit, des bougies qui tombent sur la nappe. Si vous pouvez prendre la nappe et la mettre par terre, si vous avez du carrelage par terre, il y a très peu de risque d'incendie. Encore une fois, ça dépend de chaque maison. Bon, il y a des maisons où il y a pas mal d'espace avec du carrelage,
sur le carrelage. J'ai vu un cas, il y avait un plateau où toutes les bougies étaient proches l'une de l'autre, il y avait une grande flamme dans le plateau. Un dégourdi, il s'est levé, il a pris une serviette pour ne pas se brûler, il a pris le plateau, il l'a mis dans le balcon à l'extérieur. Donc, il a minimisé au maximum l'extinction. Finalement, l'extinction s'est faite parce qu'à l'extérieur, il y avait du vent, etc. Et puis, ça ne s'est pas éteint facilement, ça a mis du temps à s'éteindre, mais c'était clair, dans le balcon, c'était du carrelage, les rampes n'étaient pas en bois, elles étaient en fer, donc il n'y avait pas de risque. Oui. Bon, si on peut trouver de telles solutions, pourquoi pas. La halakha prévoit des choses aussi, de mettre des sacs poubelles remplis d'eau autour du feu, et puis quand le feu touche les sacs poubelles, alors ils vont exploser, et puis l'eau va éteindre. Tout ça, c'est très joli, mais dans les faits, je vois très mal qu'on ait le temps de prendre des sacs poubelles, les remplir d'eau et mettre ça autour du feu. Techniquement, ça me paraît très difficile, vous voyez, et puis là, c'est la panique quand il y a du feu. Donc, les solutions, comme je vous dis, c'est déjà, dans un premier temps, jeter cette source de feu par terre quand il y a du carrelage. Et ainsi, il y a bien sûr du bois par terre, c'est que non. Il y a du parquet, il n'est pas question. Du plastique, c'est très inflammable, faut faire très attention. Voilà, donc si possible dans le balcon, par terre. Et sinon, si on sent, surtout s'il y a des enfants, s'il y a la panique, n'oubliez pas, il n'y a pas que vous, il y a souvent des voisins, donc si vous avez le temps de vous sauver, je connais des cas malheureusement, des gens qui sont partis à cause de ça. Il y en a qui sont fuis, mais les voisins ne savaient pas, donc le temps qu'ils réagissent, malheureusement, il y a un enfant qui a été attrapé, donc il faut se méfier du feu. Donc si c'est très facile de le faire éteindre dans un endroit où circonscrit, on le fait, sinon on l'éteint. Voilà. Encore une ou deux halachot et je vais écouter vos questions. Il faut savoir que faut faire extrêmement attention, être attentif que quand vous avez des bougies sur une table et que la table est à côté des fenêtres. Si la fenêtre est fermée, soyez extrêmement vigilant de ne pas ouvrir la fenêtre s'il y a un risque quelconque que le vent rentre et éteigne vos bougies. Dans des cas exceptionnels, il y a des poskim qui disent que si vraiment à l'extérieur c'est le calme plat, il n'y a rien, aucun vent, etc., et que la bougie ne risque pas de s'éteindre, bon, on peut ouvrir. Mais en tout cas, en Europe, moi je vois très mal, dès qu'on ouvre la fenêtre, il y a du vent, il y a des courants d'air, et donc ça éteint, et il y a un très gros risque que ça éteigne, donc ne pas ouvrir les fenêtres devant les bougies. Bon. Une chose qu'il faut savoir, un grand éther que je vous donne, à part le éther d'éteindre, donc le cas échéant, c'est la permission de sortir dans la rue les kitvei à Kodesh. Si vous avez des livres de Kodesh à la maison, évidemment, une Megillah, Sefer Torah, ça c'est évident, mais même les livres de Kodesh, les Gmarot, les Chumash Veto, les sortir dans la rue, dans l'immense majorité des cas, c'est carmélite, c'est pas interdit Minatora, c'est interdit Midrabanan, pas dans des cas exceptionnels où on est dans des rues comme les Champs-Élysées, etc. Enfin, dans l'immense majorité des cas, la rue, l'extérieur des maisons, c'est ce qu'on appelle carmélite. Donc l'interdiction de porter de la maison en carmélite, c'est seulement Midrabanan. On a le droit de sortir les kitvei à Kodesh en cas d'incendie pour pas qu'ils brûlent. Vous voyez, c'est bien de vous rappeler ça. Le reste, non, mais les kitvei à Kodesh sont permis. Voilà. Et pour finir, donc il y a toute une grosse souga dans le Gemara sur le lien de Gram Kibouy. Gram Kibouy, ça veut dire causer de manière extérieure l'extinction d'un feu. Disons, mettre une bougie dans de l'eau, sachant que lorsque la flamme va atteindre l'eau, elle va s'éteindre. Oui, et donc c'est quelque chose d'assez délicat. Donc, bien qu'il y ait des éthérimes, mais il faut s'abstenir de ce genre de choses. Le seul éther avec lequel je vais finir, ça serait Yom Tov. Yom Tov. Si il y a un feu dont on voudrait qu'il soit éteint, on l'a utilisé le premier soir de Yom Tov, et puis il y a
pour nous en route à la reste, qu'on a 3 jours, on a 2 jours de Yom Tov et Shabbat, c'est compliqué de garder un feu comme ça pendant 3 fois 24 heures allumé. Dans ces cas-là, exceptionnels, on peut faire éteindre le feu avec le système de grammes. Gramme, ça veut dire cause indirecte. Qu'est-ce que l'on fait? On remplit une casserole à rabord, on la pose sur le feu allumé. Je parle bien sûr des feux au gaz maintenant, les vitraux céramiques et tout, donc c'est pas du tout d'actualité. Mais bon, il y a encore beaucoup de personnes qui ont chez eux des feux à gaz. Donc on met de l'eau et puis on met sur le feu. Au bout d'un certain temps, l'eau va un petit peu bouillir, chauffer, elle va déborder, et en débordant, elle va éteindre le feu. Yom Tov, en cas de besoin, on peut permettre ça. Et bien sûr, une fois que le feu est éteint, vous tournez le bouton du gaz, sinon c'est dangereux, et ça, c'est permis aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle gramme qui bouge. C'est le seul étel que je peux vous donner. Il y en a d'autres, mais bon, il faut les utiliser avec beaucoup de prudence, et donc à éviter. Voilà, j'écoute vos questions. Allez-y. Allez Gérard, je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Pas de questions? Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Une question? Aïe. Excusez-moi, Ah. Rav, je peux vous poser une petite question parce que tout à l'heure je l'ai entendu, mais j'ai pas pu intervenir. Quand vous avez dit pour les nappes de Shabbat en plastique qu'on est à la choule, donc quand on est à la choule, on pourrait, entre guillemets, déchirer les nappes, quoi, pour les couper, mais il faudrait le demander à un goy, ou sinon, nous, on pourrait pas. Un goy, Ah non, absolument. juif, quoi. Alors, vous comprenez le principe, hein, c'est un principe sur lequel je suis revenu souvent. On a le droit de demander à un non-juif de faire une interdiction des rabbanan, les tzorach mitzvah. C'est ce que j'ai appelé shvut, des shvut, les tzorach mitzvah. Un issour des rabbanan sur un issour des rabbanan pour les besoins d'une mitzvah. Demander à un goy, c'est toujours midé rabbanan. La Torah n'interdit pas de faire par un goy, c'est les chachamim qui interdisent. Couper le papier en question, je vous ai dit que c'est midé rabbanan aussi. Pourquoi? Bon, c'est long à expliquer, bon, c'est délicat, mais couper ce papier comme ça, c'est un saut midé rabbanan seulement. Donc, c'est un double des rabbanan. Et bon, en général, quand on a besoin d'une nappe, c'est des tzorkei Shabbat, c'est besoin de Shabbat, c'est aussi mitzvah. Donc, on permet. Mais uniquement par un goy, pas par un juif. D'accord. Bon. Et par exemple, je voulais vous poser la question aussi. Quand il y a la clim, quand il fait chaud ou quand il fait froid, est-ce qu'on peut demander facilement à un goy de venir mettre le chauffage ou la climatisation? Écoutez, le chauffage, c'est certain qu'on peut demander. Parce que quand il fait froid, il y a un mot de la Gemara qui dit Akol cholim et tzatzina. On est tous malades quand il fait froid. Or, il y a une halakha, que j'ai dit plusieurs fois, mais il faut toujours répéter cette halakha. Pour un malade, on peut demander à un goy de faire tout fait. Tout. Un malade, c'est une personne qui est suffisamment malade pour s'alité en général. Malade alité, on peut demander tout à un goy. Or, nos chachamim disent que Akol cholim et tzatzina, ça veut dire quand il fait froid, on est malade. Hein, si on est dans une maison non chauffée, on n'est pas bien du tout. Donc, on a la permission de demander au goy d'allumer le chauffage. Ça, il n'y a pas de problème. En France, c'est clair, quand une maison pas chauffée, c'est insupportable. La chose, c'est insupportable. Bon, peut-être en Israël, c'est pas pareil. Dans les pays méditerranéens, on a vécu, on a vécu sans chauffage. Encore qu'il y avait quand même des mini-chauffages, des canounes, des choses comme ça. Mais bon, en France, ça n'existe pas. Dès qu'il fait 2-3 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, c'est très, très froid. Donc, il est évident qu'on peut demander à un non-juif d'allumer le chauffage. Maintenant, Très on bien, parlait Rav. Alors, Ah, pardon. la clim. Alors, la clim, ça va dépendre. Ça va dépendre. Dire qu'on est malade si on n'a pas la clim, il ne faut pas exagérer non plus. On a vécu très très longtemps sans clim. Bon, mais il est clair que avec les chaleurs caniculaires qu'on a eues ces dernières années, vraiment c'est très très difficile de supporter. En particulier dans les choules, où il y a beaucoup de monde. Vous savez, dans les choules, c'est extraordinaire. Je sais que au début, les premières années dans les choules, on n'avait pas de chauffage. On a construit et tout, on n'avait pas de chauffage. Dès l'instant qu'au début, j'ai très froid, au bout d'une heure ou deux, l'afflux de fidèles qui venaient pour prier, pour étudier, il faisait chaud. Donc la présence, c'est très chaud. Ceux qui ont connu au Cévennes et tout, il y a des ventilateurs et tout. Quand il y a beaucoup de monde, il fait toujours très chaud. Donc dans une choule, dès qu'il y a du monde, il fait très chaud.
Si en plus il fait chaud à l'extérieur, l'habitude c'est qu'on permet. Le goy il est là, il met de la clim. On permet la clim, oui. Quand il fait chaud comme ça. C'est-à-dire que c'est pas Oui. que c'est-à-dire c'est un goy qui passe dans la rue, on pourrait lui simplement l'attraper et lui dire quoi. C'est pas qu'il est dans la Oui, choule. oui, absolument. S'il fait chaud, il fait Ah, vraiment d'accord. chaud et les gens sont indisposés, vous demandez à un gars dans la rue, monsieur, est-ce que vous bien chez nous c'est interdit, il faut l'expliquer poliment, hein, faire un kilo chachette. Et ils se font un plaisir de le faire. Hein, si c'est... Bon, on vit maintenant une période de folie maintenant avec l'antisémitisme et tout, mais bon, il y a des braves gens dehors, hein, ils sont toujours prêts à nous allumer, à appuyer sur un bouton. Merci. D'accord. Mais Raph, tout ce que vous nous avez exposé là, c'était dans le cadre de la communauté, c'est-à-dire, comme l'a dit mon amie Maryse, c'est que ce soit pour la nappe, pour la clim, pour le chauffage, parce qu'on est dans le cadre de la communauté. Mais supposons qu'une Alors, famille aurait un employé goy 7 jours sur 7 à sa disposition en maison. Je prends le cas extrême, ou un simple voisin qui passerait. On ne pourrait pas lui dire, tiens, est-ce que tu peux, si on ouvre la porte et on attend qu'un voisin goy passe, on pourrait lui dire, viens m'allumer le chauffage, oui, j'ai trop froid, ou viens me déchirer une nappe, à attendez, titre personnel, individuel. chacun est un cas d'espèce. Pour le chauffage, c'est sûr. Le chauffage, même qu'il y a une seule personne, on est malade. Il y a pas, le chauffage ne marche pas à la maison, on peut appeler un goy pour mettre le chauffage. Ça, c'est clair. C'est le fameux Shabbat-Goy, qu'on appelle Shabbat-Goy, qui est en Pologne et tout, Tout à c'est fait. parce qu'il fait des froids polaires. Mais même que c'est pas polaire, on vit en France. On peut pas, je vois, une maison, Donc c'est pas là, on n'est chauffé. plus dans le cadre de la chaux. Là, on est d'accord. Oui, donc pour le froid, il y a aucun. Voilà, pour la chaleur, c'est sûr, c'est permis. Maintenant, couper une nappe, je vous accorde que pour une famille, bon, on peut quelquefois se passer de couper la nappe. En particulier, je ne cache pas qu'on le fait assez souvent à la maison, on a des grandes nappes, même en rouleau, eh bien, on étend la nappe et puis le rouleau, on le laisse tomber par terre et c'est tout, on ne le coupe pas. Il y a des solutions. Mais si vraiment, imaginons qu'un jour, il y a beaucoup de monde à la maison et c'est obligé de couper le gros et les nappes, on peut dire qu'une Seudat Shabbat, ça s'appelle aussi une mitzvah, oui, on pourrait le faire. Mais je vous D'accord. accorde que Donc, bon, parce que, voilà, si on n'est pas ça nombreux, relève, bon, on peut passer. tout à Si fait, on mais peut ça relève, si vous voulez, la question que je voulais surtout poser, c'était de savoir où commence le travail à titre individuel et où se termine-t-il? C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a des petits soucis à la maison pendant Shabbat, une plaque qui se débranche ou une lumière qui s'éteint ou un enfant qui touche un halogène et qu'on est en famille et qu'on a envie d'avoir du confort, lire votre Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut, où commence le travail du goy? Ça veut dire, maintenant, bon, on est entouré de gens non juifs et il suffit d'ouvrir une porte et de l'appeler. Mais est-ce qu'on doit lui demander les choses avec chez nous? Je ne parle plus maintenant de la communauté de la synagogue, à titre individuel. Où commence la possibilité de lui demander de nous rendre service et où ça se termine? En fait, c'est là-dessus que je voulais revenir, voyez? je veux dire, ce que vous posez, madame, c'est une très grande question. C'est une très grande Oui, question. Et je vais vous donner un exemple pour vous expliquer. Le principe, il est clair. Ça s'appelle Shvut, des Shvut, des Torah Mitzvah. Demande à un goy de faire un Issour des Rabbanan pour une tout à Mitzvah. fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Mitzvah? Et je vous apporte un cas que j'ai avec une de mes filles chez Thierry. Elle est Shloucha. Amen. Elle me demande, voilà, je voudrais aller à la choule pour Betrabad et j'ai un bébé et c'est impossible d'aller au Betrabad s'il n'y a pas une Goya qui m'amène mon bébé. Je dois l'allaiter, enfin voilà. Alors ma réponse, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très méquilles là-dessus, il n'y a aucun problème de demander à un goy, à la Goya d'amener le bébé avec la poussette. Je lui ai dit, de manière générale, pour montrer la difficulté de votre question, comme vous dites, où ça commence, où ça finit. C'est très compliqué de savoir. Absolument. Voilà, je vous donne un Absolument. exemple. Déjà, c'est avec les exemples qu'on arrive déjà à visualiser un peu les choses. J'ai dit, si tu vas, parce que tu vas faire de la figuration, parce que tu as envie de voir du monde, tu restes à la maison et tu ne demandes pas. Maintenant, si tu vas au Betrabat pour donner un cours, ça s'appelle le Torah Mitzvah. Vous voyez la nuance? Tout à Donc, fait. c'est pas oui, Et non. là, vous lui permetteriez de faire appel à une Goya pour transporter le Ah, c'est bébé? évident. Si elle a un cours à C'est donner vrai? là-bas, en culturel, c'est la femme du shliach, elle a un cours, je lui dis, pour donner un cours, ça s'appelle Shvut des Shvut et Torah Mitzvah. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que donner un cours à des femmes à Shabbat, c'est évident. Vous voyez? Alors que moi, j'ai toujours pensé qu'on se limitait pour ce genre de choses. Par exemple, pour une Brit Mila, qu'on pouvait éventuellement, et dans un cas de force majeure d'une simcha, demander à un goy de transporter un bébé. Mais vraiment, pour une simcha, Baruch Hashem, ou
voilà, c'était le seul cas dans ma tête que je m'étais permise, mais Donner un cours, c'est aussi bien qu'un com. Et même les très smartphones bien, dont vous parlez maintenant. très bien, Si très bien. une dame, elle me dit c'est pour aller à la bar mitzvah d'une personne, je dis bah, en quoi c'est mitzvah d'être. Je parle pas de la mitzvah de C'est un ton bon, fils. Je parle. bon exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils font comme ça, ils louent des hôtels et tout, ils font toutes sortes de hétérim. Alors bon, c'est juste un confort. Mais qui t'oblige? Très Par bien. contre, Et le goy qui passe dans mon couloir et qui l'halogène s'est éteint et que je vais ouvrir la porte en attendant qu'un voisin passe. Et même si je le fais avec un chinouille en lui disant, regardez, on est dans le noir, lui, il sait que c'est Shabbat. Alors, on peut lui demander, est-ce qu'il faut faire un chinouille? Est-ce qu'on peut faire appel au goy? Bon, l'histoire du repas ou de la plaque qui s'éteint, je pense que c'est permis parce si vous êtes que... dans l'obscurité et que vous ne pouvez pas. Alors, encore une fois, je demande à Khalili, s'il dit vous devez demander au goy d'allumer un feu, c'est interdit. C'est Oui, l'obscurité. oui, oui, tout à fait. Ça, non. Attendez, je nuance. Maintenant, de nos jours, vous savez qu'il y a d'immenses discussions. Est-ce qu'allumer la lumière, c'est comme allumer un feu? Eh ben oui. Voilà. Dans la mesure où il y a de nombreux poskim qui pensent que l'électricité, c'est midé rabanan, donc ça n'a rien à voir avec cette halakha du Admor Zaken, Mhm. qui dit qu'on peut pas, même si on peut pas manger, on peut pas manger sans ça, on ne lui demande pas. Ça parlait d'un vrai feu, ça c'est une sourate Torah. Mhm. Mais de nombreux rabbinim, très sérieux de nos jours, pensent pour dire que allumer l'électricité, c'est seulement midé rabanan. Donc, grâce à ce éther-là, on peut demander à un goy, même directement, sans remise d'allumer la lumière, s'il y a vraiment besoin, encore une fois. Si vous êtes dans l'obscurité, il y a des enfants, etc. Mais s'il n'y a pas besoin, on s'en passe. Mhm. Et s'il y a vraiment besoin, on peut s'appuyer sur ces poskim-là. Ah bon, Je suis content de vous très dire bien. tous ces exemples pour vous montrer que c'est très Mais difficile oui, comment ça finit. C'est au cas par cas. J'ai envie de vous dire, absolument, c'est au dans le cas cas, par cas, exactement. voilà, c'est au cas par cas. C'est pas général. Regardez le cas de ma fille en juillet. Ça dépend pourquoi tu vas. Tu vas pour ça, oui, tu vas pour ça, non. Donc, vous voyez, c'est très, très délicat. Il faut demander, il faut avoir de la hiérarchie. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Pour ça, non, je ne suis pas d'accord. Mhm. Demander à la gueule, je ne suis pas d'accord. Stam pour être à la choumoule, pour papoter, non. Si maintenant j'y vais Mhm. parce que sans cela, je vais rater le chivour, etc., ça oui. Voilà. Très bien, Rav, Arabe, merci. Bezat Hashem, que Toda rabba. je souhaite à tout le monde que tous les problèmes qu'on a, c'est des problèmes qu'on a évoqués ce soir. Qu'on n'ait aucun autre Arabe, problème. Bezat Hashem. Amen, amen. Amen. Razak, Razak. Pour appliquer la halakha en bonne santé pour tout le cas Israël, que tout le Amen. monde soit guéri et que tous les soldats y reviennent. Amen, amen. Amen, Amen. amen, amen. Bonsoir à tout le monde. Amen. Rosh Chodesh Tov, Rav. Chodesh